Bonjour Aude. Bonjour tout le monde, bonjour Sylvia. Alors aujourd'hui, on est là pour parler un peu de toi. Tu vas nous dire qui tu es. Voilà, tu vas nous parler un petit peu de ta vie, de tes activités aussi. Donc pour ça, je vais te poser quelques questions. Il y aura différents thèmes qu'on va aborder au travers de ces questions. Et le premier thème, c'est qui es-tu aujourd'hui? Donc, si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, qu'est-ce que tu dirais sans parler de ton métier? La première chose qui me vient, c'est je suis une humaine qui fait de son mieux. Je suis quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses difficiles, qui a souvent eu de la peine à exister, hein, si je suis honnête. Je ne suis pas quelqu'un qui a une vie légère, donc je suis quelqu'un qui a un passé. Et je pense que ce passé a fait quelque chose de moi. Je pense que je suis quelqu'un qui n'a eu de cesse de trouver du sens. S'il y a une chose, je pense, ouais, un fil rouge, c'est ça. C'est quelqu'un qui cherche du sens. Euh, qui cherche du sens pour moi, pour ma vie, qui cherche du sens peut-être pour les autres. C'est quelque chose que j'ai souvent fait, même, on ne parle pas de mon métier du coup, mais avant même dans d'autres vies, c'est quelque chose qui m'a toujours porté, trouver du sens aux épreuves, trouver du sens à ce qu'on vit. Euh, voilà, je dirais que je suis quelqu'un qui sait transcender les choses et essayer d'y trouver de la lumière ou du sens. D'accord. Donc aujourd'hui, à ce stade de la vie, euh, qui es-tu devenu? C'est une bonne question, c'est une vaste question. Euh, je dirais que je suis devenue une femme qui essaye d'être le plus possible en équilibre entre la terre et le ciel, que c'est facile en théorie à dire ça, d'être en équilibre entre la terre et le ciel, mais que c'est un chemin de chaque instant. Pourquoi? Parce que on peut avoir une intuition, une sensibilité, une connexion, s'intéresser au monde subtil, à l'invisible, à l'énergétique. Il y a mille mondes à découvrir par rapport à ça, à explorer. On peut être un être humain qui a une vie concrète, stable, avec un travail, avec des belles relations. Souvent, les gens, ils sont soit dans l'un, soit dans l'autre. C'est-à-dire que soit ils ont une vie matière très concrète, très stable, et finalement, ils ne s'intéressent pas plus que ça au côté spirituel, et ça ne fait pas partie de leur vie. Soit les gens, ils sont beaucoup dans la spiritualité, ils sont beaucoup dans tout ça, mais ils ont de la peine peut-être à vivre la vie concrète. Euh, je dirais que j'essaye de trouver l'équilibre entre les deux. C'est pas toujours facile, mais voilà, je pense que c'est comme ça que je me définirais. Un être humain qui essaye de trouver l'équilibre entre ma sensibilité, ma connexion qui fait partie de moi, et en même temps une vie humaine que j'essaye de créer de plus en plus riche et épanouie. Merci pour cette réponse. Euh, Pardon. En ce moment, j'allais dire en un mot, mais tu as le droit d'en utiliser plusieurs. Mais qu'est-ce qui te définit le plus, que ce soit une qualité, une énergie ou une manière d'être au monde? Comment tu te définirais? Bon, alors le mot qui me vient, il n'est pas hyper sexy, hein, mais le mot qui me vient, c'est déconstruction. Déconstruction. Il n'est pas très sexy, mais tu m'as dit en ce moment. Donc en ce moment, c'est ça, parce que je suis vraiment dans une phase de vie où il y a beaucoup de déconstruction de mon identité, de qui je suis, qu'est-ce qui me définit, qu'est-ce qui me sécurise, Et il y a quelque chose qui lâche beaucoup, justement, dans ces attachements, entre guillemets, extérieurs ou à ma personnalité. Et il y a vraiment quelque chose d'autre qui émerge de plus en plus. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose de plus stable, sûrement. Mais en tout cas, j'ai l'impression en ce moment qu'il y a une espèce de déconstruction de l'ego. Ça ne veut pas dire que je suis Bouddha, hein, mais j'ai l'impression que la vie me pousse, me force à lâcher les attachements à tout ce qui a pu me définir jusqu'à présent, toutes mes croyances, tous mes rêves, et que je touche de plus en plus à quelque chose qui est au-delà de ça. Voilà, c'est très perché comme réponse, mais c'est ça qui m'est venu.
Ok, non, non, bah, c'est tout bon. Euh, Ma prochaine question, c'était qu'est-ce qui te met profondément en joie actuellement? Alors, quand on vit des périodes de déconstruction, voilà, on sait que c'est pas forcément des périodes qui sont voilà, dans des vibrations hautes et joyeuses. C'est en général des périodes qui sont un peu compliquées. Mais du coup, est-ce que dans ce tourment, entre guillemets, est-ce qu'il y a quelque chose qui te met vraiment profondément en joie? Oui, il y a beaucoup de choses qui me mettent en joie. Euh, alors la première chose qui me vient, c'est le channeling, c'est quand je me connecte au monde supérieur, que je laisse parler à travers moi des êtres, ma famille de lumière. Parce que quand je suis en channeling, je suis dans un espace de conscience modifié, donc je suis au-delà des pensées, je suis au-delà justement de l'ego. Il n'y a plus les mêmes tourments, il y a une espèce de paix, il y a une harmonie, il y a une unité, il y a une joie, il y a une joie qui n'est pas conditionnelle, il y a une joie qui ne dépend de rien d'extérieur, mais qui est intrinsèque. J'aimerais trouver cette joie en permanence dans le quotidien. C'est pas toujours le cas. Mais quand je suis en channeling, c'est vraiment là où je ressens cette joie immense. Après, d'un point de vue plus incarné, euh, des moments, le ski par exemple, quand je suis sur des skis, je suis dans les montagnes, je suis dans cette immensité de blanc, de pureté, j'ai cette sensation de liberté, je glisse, il y a de la joie, il y a vraiment une joie pure. Euh, j'ai des moments de joie aussi avec ma femme, avec mes proches, quand j'ai des moments de connexion, quand j'ai des partages, quand j'ai des moments où je me sens vivante. Et puis avec les chiens, qui sont mes meilleurs amis aussi, et qui m'apportent beaucoup de bonheur et de joie. Merci pour toutes ces réponses. Donc, on a cerné un peu plus le personnage Aude. Donc, on va passer à la deuxième partie qui va plus parler un petit peu de ton parcours, euh, d'où tu viens. Euh, et pour ça, est-ce que tu pourrais un petit peu raconter ton histoire, raconter les grands chapitres de ton histoire avec peut-être les grandes épreuves, les, oui, les passages clés, j'ai envie de dire, de ta vie. Alors, mon histoire, je dirais qu'il y a plusieurs axes, il y a plusieurs parties. Il y a une partie jusqu'à l'aube de mes 30 ans, où je vivais une forme de vie. J'ai toujours été assez torturée, j'ai toujours eu assez de problèmes. J'ai été chez la psy très tôt. Euh, J'étais un enfant qui avait des difficultés à être heureux. Euh, une des manifestations de ça, c'était la boulimie. Donc j'ai commencé à être boulimique à l'âge de 9 ans à peu près. Donc j'ai très vite été suivie dans diverses sortes de thérapies pour trouver la raison de ce besoin de me remplir et de vomir. J'ai des phases de boulimie, d'anorexie, d'hyperphagie. Le poids a toujours été le sujet. Je me trouvais grosse, je n'aimais pas mon poids, je me rejetais énormément. Donc j'ai fait beaucoup de thérapies jusqu'à mes 30 ans, je dirais des thérapies classiques, psychiatre, psychologue, j'ai essayé toutes sortes de thérapies, j'ai pris des médicaments. Le monde médical, ou en tout cas les thérapeutes que j'allais voir, n'avaient pas vraiment de solution ou de réponse à ce mal-être. On parlait du divorce de mes parents, on parlait de choses comme ça, mais voilà, le fait est que j'allais mal, que j'avais de la peine à aller bien en tout cas. Et puis, à ce moment-là, ça a été une des étapes les plus marquantes de ma vie. J'ai été pendant 10 ans avec quelqu'un. Mon rêve de toujours était de fonder une famille, d'avoir une vie normale. Je pensais qu'en me mariant, en ayant des enfants, j'allais enfin me sentir à ma place, j'allais enfin me sentir bien. Donc j'ai eu le mariage de princesse. Sur le papier, j'ai eu le mariage parfait. Et à partir de ce moment-là, il y a eu l'écroulement parce que j'ai divorcé très rapidement après mon mariage. Et ça a marqué le début de mon éveil spirituel. Ça veut dire qu'il y avait une telle souffrance. La boulimie a pris une expansion folle. Du coup, j'ai commencé à aller voir d'autres types de thérapies, dont un magnétiseur. Et puis, voilà, j'étais suivie à la fois chez des psychologues, psychiatres et chez des thérapeutes énergéticiens, guérisseurs, chamans. Et puis, ça a mis longtemps à ce que la clé de tout ça sorte.
Elle est sortie finalement chez un magnétiseur après de nombreuses séances, pendant de nombreuses années. Un jour, j'ai eu des mémoires de mon enfance qui sont remontées. J'ai eu des images. Euh, le moment où j'ai eu ces images qui sont montées, le magnétiseur en question était très chou, hein, il était très compréhensif, je pleurais énormément, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était une amnésie traumatique à l'époque. Donc, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'avais ces images et je ne savais pas quoi en faire. À l'époque, j'étais suivie par une psychiatre. Forcément, quand je suis arrivée à mon rendez-vous chez la psychiatre, je lui ai parlé de ça. Elle m'a dit que voilà, le cerveau peut inventer des images pour pallier à la souffrance. J'ai eu l'impression d'être complètement folle. Je ne me suis pas du tout sentie écoutée et je me suis dit, bah voilà, tout ça, je ne peux pas y croire. Il y avait, quand j'avais eu ces mémoires qui sont remontées, il y avait eu une espèce de soulagement de je sais enfin pourquoi, je me détruis. Et quand ma psychiatre m'a dit que ça, en fait, ça a tout fermé. Je me suis dit, bah en fait, non, en plus, t'es folle. Mais voilà, il y avait quand même cette petite voix à l'intérieur, donc je ne pouvais plus l'éteindre. Et du coup, j'ai cherché des aides et je me suis retrouvée à l'association des abus sexuels de Genève, chez une super dame. Et enfin, j'ai eu quelqu'un qui m'a cru. J'ai eu une femme qui m'a dit, mais vous n'êtes pas folle. En fait, ce qui vous est arrivé chez le magnétiseur, ça arrive à de nombreuses personnes. Quand il y a des traumas trop lourds pour quelqu'un dans l'enfance, le système va fermer, va figer, et les mémoires vont donc quand même vont comme être mises en sommeil pour pouvoir être réactivées et digérées au moment où l'être sera prêt, sera assez fort psychiquement, physiquement pour les digérer. Donc il y a des gens à qui ça arrive dans le bus, il y a des gens à qui ça arrive en hypnose, chez magnétiseur, en faisant leurs courses. Ça peut arriver de plein de manières, tout d'un coup les mémoires reviennent. Donc là les mémoires étaient revenues. À partir du moment où quelqu'un m'a expliqué, voilà, vous avez fait une amnésie traumatique, vous n'êtes pas folle, j'ai commencé à chercher des solutions. Donc j'ai commencé à faire de l'EMDR chez une super psychologue. J'ai fait ça pendant des années. Et donc j'ai fait des séances de MDR, qui est une méthode qui a été créée à la base pour les vétérans de la guerre, pour aller rechercher les traumatismes et pouvoir les mettre en conscience et donc les guérir, parce qu'un traumatisme, s'il n'a pas été conscientisé, il reste dans le corps. Et donc tant qu'on n'a pas conscientisé ce qui nous est arrivé, ça nous maintient dans certains schémas de pensée, de souffrance émotionnelle. Donc le MDR aide à aller à la source, à se rappeler de ce qui nous est arrivé pour pouvoir transcender et guérir. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Là, j'ai eu le film de mon enfance qui a commencé à se préciser. J'ai commencé vraiment à me rappeler et à comprendre celle que j'étais. Donc, en fait, j'ai été torturée physiquement, psychiquement, abusée par des membres de ma famille. De mes 2 ans à mes 12 ans environ, j'ai été utilisée comme objet sexuel par une femme, par un homme. Donc voilà, ça, forcément tout ça était là quelque part, forcément que depuis l'enfance je me sentais mal pour une raison, parce qu'il y avait tout ça qui devait sortir, mais c'est sorti au moment où l'humaine que j'étais pouvait en fait faire face à ça, faire face à cette horreur et commencer à guérir. Ok, donc tu as parlé, tu as dit la première phase jusqu'à tes 30 ans. Est-ce que tu veux nous parler de la deuxième ou la troisième phase? C'est vrai. Donc, la première phase, ça a été ça, les mémoires sont remontées. Ensuite, il a fallu trouver du sens. J'en parlais au tout début, que chez moi, c'était vraiment quelque chose qui avait souvent été là, trouver du sens. La spiritualité m'a énormément aidée. Donc, quand j'ai commencé cette thérapie en EMDR, et que les mémoires sont remontées, j'ai beaucoup basculé dans la spiritualité. J'ai beaucoup lu, j'ai fait des formations, j'ai été voir des médiums, j'ai été voir des guérisseurs pour chercher du sens, comment un enfant peut vivre des choses aussi atroces, est-ce qu'il y a une raison au niveau karma, voilà, quels sont les contrats d'âme, pourquoi. Donc j'ai commencé à méditer et ma connexion psychique a vraiment commencé à s'ouvrir. Donc de quelque chose de très lourd a commencé à naître quelque chose de très beau. Ça veut dire que petit à petit, cette connexion, cette sensibilité, cette spiritualité prenait de plus en plus de place, si bien que j'ai fini par transformer, ça c'était vraiment la deuxième étape, j'ai quitté mon travail, j'étais dans l'événementiel, dans le marketing, pour me lancer à mon compte en tant que thérapeute en soins énergétiques. Donc je m'étais formée depuis plusieurs années à ce sujet-là, et donc je me suis lancée en 2017, et puis j'ai commencé à faire des soins, et ça m'a énormément aidée aussi
d'aider l'autre, de transmettre à l'autre, de trouver du sens aussi à mon vécu. Je me rendais compte que ce que j'avais vécu pouvait peut-être aussi servir à d'autres. Donc, j'ai commencé ce cheminement de thérapeute. Ça a été, je dirais, la deuxième grosse étape de ma vie. Ok. Donc, ces épreuves, qu'est-ce qu'elles t'ont appris sur toi ou de toi? Est-ce que ça a changé le regard peut-être que tu portais sur toi-même ou pas du tout? Le mot qui me vient, c'est le mot force. Je me suis souvent dit, honnêtement, en toute humilité, comment je peux être encore en vie après avoir vécu tout ça? Je me suis souvent posé cette question. Les thérapeutes me l'ont souvent posé aussi. Je crois que mon histoire m'a montré la force de l'humain. Parce que je ne suis pas la seule à avoir vécu des choses dures. On est plein à avoir vécu des choses hyper dures. Mais l'humain a en soi une force de résilience. Je crois profondément, toujours et encore, qu'on ne vit jamais rien par hasard. Et que même les choses les plus difficiles, elles ont un sens. Alors ça peut être difficile à dire, ça peut être difficile à entendre et à comprendre. Et ça n'excuse pas les bourreaux. Hein. Encore une fois, il ne s'agit surtout pas d'excuser les bourreaux. Mais par contre, quand on a vécu des choses comme ça difficiles, le fait de trouver un sens ou de se dire que notre âme, elle n'est pas masochiste et qu'elle ne vient pas juste pour souffrir, en tout cas, moi, ça m'a énormément aidée. Et je pense que tout ça a fait ça de moi. C'est-à-dire que ça m'a permis de voir au-delà des épreuves, au-delà de la douleur, au-delà des moments de mort intérieure, est-ce qu'il y a de la beauté dans l'expérience humaine? Est-ce qu'on peut trouver de la beauté au-delà de ce genre d'épreuve? Est-ce qu'en ayant vécu des choses comme ça aussi petites, on peut avoir accès à la joie? Et je pense profondément que la réponse est oui. Et je dirais encore une chose que je trouve très importante là-dessus. Une des choses qui m'a beaucoup portée, qui me porte encore, c'est que je pense que dans ce monde de dualité, on vient expérimenter l'ombre et la lumière. Et que l'équilibre se trouve entre les deux, parce qu'on est tous faits d'ombre et de lumière. Et que plus on expérimente d'ombre, plus quelque part on donne la possibilité à notre lumière de s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, de me dire, ok, j'ai vécu beaucoup d'ombre, j'ai vécu beaucoup de moments difficiles, mais et si ces moments difficiles, et si ces moments d'ombre, ils étaient un tremplin pour vivre et expérimenter de la lumière? Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de beau, parce que dans la dualité, l'un n'existe pas sans l'autre, mais la voie de l'illumination, finalement, elle se trouve dans l'équilibre entre les deux. Et je crois que quand on a vécu énormément de moments sombres, on peut aussi, du coup, vivre énormément de moments lumineux. Et ça me fait penser à Eckhart Tolle, que j'ai beaucoup lu, beaucoup écouté, qui dit que souvent les personnes qui ont un corps de souffrance chargé, donc qui ont vécu des choses difficiles, c'est des personnes qui ont plus de facilité à aller vers l'illumination. Alors, l'illumination, on s'entend, hein, dans le sens de justement cette déconstruction de l'ego et de trouver ce centre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup parlé. Ok, je vais faire une petite parenthèse. C'est une question qui n'est pas prévue. On va mettre un peu de piment. Non, mais j'ai cette réflexion parce que depuis le début, tu parles beaucoup d'équilibre. Tu parles beaucoup d'équilibre entre la terre et le ciel. Tu parles d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Alors oui, j'ai envie de dire, c'est une jolie théorie, tout ça. Je crois qu'on comprend tous plus ou moins qu'est-ce que ça veut dire. Je crois qu'on a tous aussi l'envie d'arriver à atteindre un certain équilibre intérieur et extérieur. Mais comment? Donc ma question c'est, quelles sont tes pratiques à toi, tes petites astuces pour justement essayer d'atteindre cet équilibre? Alors, c'est une vaste question, et j'ai même envie de dire, c'est la question de toute une vie. Je trouve marrant parce que j'ai eu l'impression d'avoir dans ma vie des cycles où il y a des moments où j'étais plus matière, il y a des moments où j'étais plus ciel. Il y a des moments où moi j'ai grandi dans une famille très cartésienne, donc j'étais beaucoup dans la matière, la spiritualité n'existait pas ou peu. Ensuite, j'ai complètement j'ai complètement plongé dans le monde spirituel où il n'y avait plus que ça et la matière était complètement de côté.
J'ai l'impression maintenant justement que j'arrive dans une espèce d'équilibre des deux. Donc pour répondre à ta question, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique. S'il y en avait une, volontiers, je la prendrais. Par contre, je pense que si j'ai un conseil par rapport à ça, c'est d'avoir à la fois des pratiques d'intériorité, donc d'apprendre à méditer, à se connecter, à ressentir, à écouter le subtil au-delà de la forme. Ça, c'est extrêmement important, mais c'est un pan. C'est extrêmement important, mais ça ne fait pas tout. Et le deuxième pan, c'est la connexion au corps. C'est ressentir, mais physiquement, écouter son corps, écouter les limites de son corps, bouger, voilà. Donc les deux pans sont importants. Il y a plusieurs types de pratiques qu'on peut faire pour développer un pan ou l'autre, mais je pense qu'un être humain épanoui est un être humain qui a trouvé une forme d'équilibre dans les deux pôles. Merci pour ta réponse. Donc le point numéro 3, c'était le basculement spirituel. Quand est-ce que tout a changé? Tu en as un petit peu parlé, tu nous as parlé de comment la spiritualité est entrée dans ta vie. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Tu nous l'as plus ou moins expliqué. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ce basculement spirituel que tu aimerais rajouter? J'aimerais juste dire qu'un éveil spirituel, il ne se décide pas. Il ne se choisit pas. Il te tombe sur la tête. Tu ne choisis pas de t'éveiller spirituellement. Si c'est dans ton chemin d'âme, si tu as rendez-vous avec ce monde-là, ça va te trouver. Et un éveil spirituel n'arrive pas, pour moi, quand tu es sur ta chaise longue en train de boire du champagne. Un éveil spirituel vient quand tu as des moments de doute, de remise en question, de difficulté. Donc il peut y avoir un licenciement, un divorce, une perte, un deuil. C'est ce genre de moments souvent qui amènent l'être finalement à se poser des questions, à regarder à l'intérieur et à chercher une perspective plus élevée. Merci. Donc là, on l'aura compris, tu as passé d'une vie dans le marketing à... tu as transité, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais vers ce métier de thérapeute. Alors déjà, pourquoi tu as choisi d'accompagner les gens? Alors j'allais dire, j'ai pas choisi. Honnêtement, j'ai pas choisi et pourtant j'ai choisi parce que je pourrais concrètement, j'allais dire, ma vie aurait été plus simple si j'avais juste continué mon cheminement mental en fait. Donc j'ai pas choisi et j'ai choisi. Je pense que mon âme a choisi. C'est-à-dire que c'était un rendez-vous, c'était plus fort que moi. Moi, je travaillais dans la com, dans le marketing. J'adorais ce que je faisais. Hein. J'aimais beaucoup organiser des événements, j'aimais beaucoup faire tout ça. Mais au fur et à mesure que j'allais voir ce magnétiseur, il y a quelque chose qui se développait dans mes mains, quelque chose que je ne contrôlais pas, que je ne comprenais pas non plus. Donc je commençais à mettre mes mains sur moi, sur les gens. Je voyais que quand je mettais les mains sur les gens, tout d'un coup ils allaient mieux. Ils n'avaient pas besoin de me dire où ils avaient mal. Mes mains allaient là où la personne avait mal. Et comme par miracle, après que j'ai fait quelque chose avec mes mains, la personne n'avait plus mal. Donc c'est arrivé à moi et c'est devenu de plus en plus fort. Et comme par hasard, dans mon monde professionnel, ça devenait de plus en plus difficile. Donc c'est comme si tout m'a poussée à aller vers ce monde-là. Et donc quand j'ai décidé de donner ma démission et de me lancer comme thérapeute, il y avait plein d'hésitations. Un jour je disais oui, un jour je disais non. Donc oui, je l'ai choisi. Mais c'est pas mon mental qui l'a choisi. C'est vraiment, j'ai l'impression que ça a choisi à l'intérieur de moi. Et pourquoi aider les autres? Alors ça, par contre, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours porté. C'est cette empathie et cette sensibilité. J'ai toujours été à me mettre à la place de l'autre, j'ai toujours été attirée par, j'allais dire, les gens torturés, mais en tout cas les gens qui vivent des choses. J'ai toujours trouvé qu'il y avait de la beauté dans la façon dont l'humain transcende. Donc le fait d'aider les gens à se reconnecter à leurs forces, à leurs ressources, d'aider à aller au-delà des difficultés, ça c'est quelque chose qui m'a toujours porté et qui me porte encore. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure du magnétisme dans tes mains. Comment est-ce que tu as vécu ça?
au moment où tu as découvert ce magnétisme dans tes mains, le moment où tu as découvert qu'en posant tes mains sur les gens de manière instinctive ou intuitive, bah, tu leur faisais du bien. J'imagine qu'il doit y avoir un côté super cool, un petit peu Superman, mais je pense qu'il peut aussi y avoir un côté ouh là là, qui fait peur quelque part. Donc toi, à ce moment-là, comment est-ce que tu as vécu ça? C'est intéressant cette question. C'est sorti quand j'allais chez le magnétiseur. Donc j'étais chez un magnétiseur où il me touchait pas, il était dans un coin de la pièce et je devais juste ressentir. Et il était un canal en fait, et sa simple présence, sans mots, sans toucher, faisait qu'il se passait des choses en moi. Donc c'était très déstabilisant au début parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et mes mains commençaient à faire des mouvements. Mes mains faisaient des mouvements, allaient à certains endroits. Pendant les séances, je faisais ça. Et puis du coup, après, j'ai commencé à vouloir le faire seul chez moi. Donc je le faisais sur moi. Mes mains faisaient des mouvements bizarres. Mais je le faisais parce que ça m'amenait à un mieux-être. Il y avait quelque chose derrière qui faisait que je me sentais mieux. Et après, assez naturellement, j'ai commencé à le faire sur mes proches. Euh, Mon ex qui avait mal au dos, je mettais les mains, mes mains faisaient des mouvements et il me disait j'ai plus mal. Et après, je commençais à le faire sur des collègues. Et au début, c'était un peu un amusement. Oui, il y a quelque chose d'un peu glorifiant pour l'ego. Ah, je t'ai soigné. Donc, il y a une partie quand même voilà, que l'ego aime beaucoup. Et en même temps, il y avait effectivement beaucoup de peur parce que je ne comprenais pas. Je ne savais pas, ce que c'était, qu'est-ce qui se passait, pourquoi ça marchait. Je me rappelle d'ailleurs d'une collègue qui m'avait dit, elle avait mal quelque part, je m'avais proposé et j'avais fait ça. Elle m'avait dit, mais tu as le diable en toi. Et ça m'avait vraiment marqué de dire, en fait, peut-être que je ne devrais pas du tout utiliser ça. Ouais. Alors, après, il y a eu tout un cheminement pour apprivoiser ça. Et s'il y a des personnes qui ont ça et qui se sentent un peu déstabilisées par voilà, cette énergie dans les mains, qu'elles ressentent des choses, je vous invite vraiment à expérimenter. C'est en expérimentant que de plus en plus on prend confiance, qu'on comprend qu'est-ce qui est en train de se passer. L'énergie, ça nous fait peur au début parce qu'on ne voit pas, donc on ne comprend pas, donc ça nous fait peur. Donc il y a plein d'histoires qui se racontent dans notre mental. Mais en fait, l'énergie, plus on expérimente et on connaît comment ça marche, plus on se sent en sécurité. Et au bout d'un moment, on arrive vraiment à savoir qu'est-ce que nos mains sont en train de faire, à qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est là où ça commence à devenir vraiment joyeux. C'est quand on commence à savoir, ah oui, il y a tel et tel être dans la pièce, ils sont en train de faire ça sur tel et tel chakra. Et là, c'est tout un monde qui s'ouvre. Donc oui, on l'aura compris qu'il y a eu du chemin entre la Aude qui découvrait son magnétisme dans ses mains et la Aude d'aujourd'hui qui fait du channeling. Donc du coup, ma question c'est maintenant, selon toi, c'est quoi ta plus grande force en tant que thérapeute? J'ai un mot qui m'est venu et mon ego le rejette, mais bon, je vais dire ce qui m'est venu. Ça fait partie justement de on reçoit quelque chose et on en parle. Le mot qui m'est venu, c'est humilité. Alors mon ego dit ouais, tu peux pas dire ça. Mais je pense que ce mot me vient parce que je suis une thérapeute en chemin. Je suis surtout pas quelqu'un qui est arrivé. Je suis surtout pas quelqu'un qui a tout compris. Je suis surtout pas quelqu'un qui veut prendre le pouvoir sur les autres. Euh, j'ai cette humilité de, oui, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup développé, beaucoup cheminé pour développer ma connexion et je pense aujourd'hui j'ai une connexion qui est stable et qui aide des gens. Donc je suis fière de cette connexion et elle est un cadeau. Mais en même temps, c'est pas parce que j'ai cette connexion que j'ai tout compris. C'est pas parce que j'ai cette connexion que j'ai toutes les réponses. Et c'est pas parce que j'ai cette connexion que je suis au-dessus des autres. Donc je pense que je suis une thérapeute qui a bien conscience qu'avoir des capacités psychiques, ça ne veut pas dire être meilleur que les autres, ça ne veut pas dire être au-dessus des autres, que la vie va toujours trouver un moyen de nous ramener à notre humilité, à notre humanité. On vit toujours des choses qui sont difficiles. Je ne crois pas qu'un jour on soit arrivé. Je ne crois pas qu'un jour, ça y est, il n'y a plus rien qui me challenge. En tout cas, ce n'est pas mon expérience. Donc je pense que je suis une thérapeute qui comprend que le chemin est fait de haut, de bas, et qui croit profondément que chaque être a une ressource, chaque être vit les choses pour une raison et que je peux aider les gens à retrouver ça, à retrouver le ok, au-delà de ça que tu vis qui est hyper difficile. Est-ce qu'il y a un sens?
Pourquoi ton âme, elle t'amène à vivre ça? Si tu vis ça, c'est peut-être qu'il y a un cadeau derrière. Et du coup, est-ce que c'est ça qui pourrait te différencier des autres thérapeutes ou qu'est-ce qui pourrait te différencier des autres thérapeutes? Chaque thérapeute est unique. On n'est pas attiré par un thérapeute par hasard. Si on est attiré par quelqu'un, c'est qu'on a quelque chose en commun quelque part. Mais ce qui fait ma différence, oui, c'est mon vécu. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont vécu des choses comme j'ai vécu, aussi lourdes, difficiles, et que du coup, ce lien avec l'ombre, je le connais bien. Donc il y a des gens qui viennent me voir, qui ont vécu des choses extrêmement difficiles. Je sais que je peux les accompagner, je sais que je peux les aider à trouver du sens. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus me voir, qui me disaient je suis un cas, c'est difficile, je ne sais pas si on va arriver à quelque chose. Et je sais qu'en channeling, on arrive à avoir des réponses extrêmement claires. Donc, je peux amener les gens à trouver de la lumière dans des zones extrêmement sombres. Et je perds ma foi en le disant. Et une dernière question dans le sujet thérapeute. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu refuses absolument dans ta posture d'accompagnant, de thérapeute? Et si oui, laquelle ou lesquelles? Oh oui, 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 oui. De prendre le pouvoir sur les autres. Alors, on est humain, donc on a un ego, hein. Mais en tout cas, ça c'est vraiment quelque chose qui me porte, qui me maintient, que je ne suis pas là pour donner les réponses, je ne suis pas là pour dire à l'autre quoi faire, je ne suis pas là pour savoir mieux que l'autre. Oui, les réponses, elles viennent en channeling et elles peuvent aider, mais l'autre va toujours recevoir ce qu'il est prêt à recevoir. Donc, deux personnes avec le même channel, elles ne vont pas recevoir la même chose parce que c'est par la loi d'attraction que tu reçois ce que tu vibres. Donc, la personne, elle est complètement co-créatrice de la séance, elle reçoit ce qu'elle est prête à recevoir. Et donc, moi, ce que je veux surtout pas, c'est que prendre le pouvoir sur l'autre, que je dise à l'autre quoi faire, quoi être. Non, je veux que mes séances aident l'être à se reconnecter à son propre ressenti, à sa propre souveraineté et rendre l'autre libre. Ça, c'est vraiment un des trucs les plus importants pour moi. Ok, c'est beau. Donc, on va passer à un autre chapitre, c'est ta vision, ton message pour le monde. Vaste question, vaste chapitre. Donc, si tu aurais un message à transmettre au monde, aux humains, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais à cœur de leur dire, de leur transmettre? Alors, encore une fois, j'ai une phrase qui me vient, et je vais dire ça comme ça me vient, c'est réveillez-vous. Réveillez-vous dans le sens, réveillez-vous à qui vous êtes, réveillez-vous à votre lumière, réveillez-vous à votre chemin. Vous n'êtes pas venu ici par hasard. Si vous vous êtes incarné, il y a un sens, il y a une raison. Quand on est là-haut et qu'on choisit notre chemin d'incarnation, c'est extrêmement bien orchestré. Tout est pris en compte, il y a une justesse, il y a une beauté dans les choix d'incarnation. Ensuite, on arrive ici dans la densité, puis on a l'impression d'avoir des œillères, puis on ne se souvient plus, puis on se prend des murs, et je m'en suis pris plein. Mais réveillons-nous au sens, réveillons-nous à la beauté, réveillons-nous à notre lumière, réveillons-nous à notre essence. On n'est pas juste venu ici pour métro, boulot, dodo, regarder Netflix. Et vraiment, je pense qu'on est venu ici pour une raison plus grande. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être thérapeute, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être spirituel, mais on est venu ici pour être vivant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui se sentent morts. Donc réveillons-nous à la vie, en fait. Donc, si tu devais aider des gens à se rappeler, qu'est-ce que tu leur dirais? Rappelle-toi de quoi? Rappelle-toi ton essence. Rappelle-toi que ton énergie, elle est unique. Il n'y a personne qui peut être toi. Ce que tu es venu apporter ici, personne ne peut l'apporter. Personne ne peut être ce que tu es. Personne ne peut faire ce que tu fais. Reconnecte-toi à ça, à cette énergie à l'intérieur de toi, et ensuite, laisse-la s'exprimer. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'il y a des blocages, je sais qu'il y a des barrières, je sais qu'il y a des peurs. Mais reconnecte-toi à ce truc qui pulse à l'intérieur de toi, ouvre-lui la porte et laisse-le s'exprimer.
Euh, donc, on contribue tous à créer ce monde à notre manière, chacun à sa manière. Donc, toi, à quoi ressemble le monde? À quoi tu aimerais que le monde ressemble avec ta contribution? C'est une bonne question. J'aimerais que les êtres soient plus responsables. J'aimerais qu'on arrête de toujours tout mettre sur la faute des autres. C'est tellement humain, hein. C'est toujours la faute des autres. C'est la faute de ceux qui nous ont blessés, c'est la faute de notre patron, c'est la faute des reptiliens, c'est la faute des autres. Mais je crois profondément que la clé, elle est dans la responsabilisation. Ok, je crée ma réalité. Bon, comment est-ce que je peux créer une réalité plus alignée, plus heureuse, plus légère, plus joyeuse? Qu'est-ce que moi je peux faire, ici, maintenant, pour être le changement que je veux voir dans le monde? Donc, vraiment, cette notion de responsabilité, pour moi, elle est extrêmement importante. Elle est difficile, hein, parce que c'est beaucoup plus facile de dire que c'est la faute des autres que d'aller regarder à l'intérieur de soi. Mais je pense qu'elle est hyper importante. Donc, on arrive bientôt au terme de cette interview. Il y aura encore quelques petites questions signatures. Justement, euh, au terme de cet entretien, qu'est-ce que tu aimerais que les gens ressentent après t'avoir écouté ou retiennent? Que tout est possible, qu'on peut vivre des choses extrêmement difficiles, mais qu'on a tous en nous une force incroyable. On a tous en nous une force incroyable et on est aidé. On est aidé. Alors, j'allais dire, on est énormément aidé par le monde spirituel. On a tous des guides, des anges, une famille de lumière. Ils sont là. Ils sont là, ils nous guident à chaque instant, ils nous soutiennent, ils nous portent. Je vais dire aussi, on est aidé dans le plan humain. Ça, c'est plus nouveau pour moi et plus difficile. Mais parce que moi, personnellement, j'ai été beaucoup seule dans mon humanité et ma famille était là-haut. Je me suis sentie beaucoup seule. J'apprends à être aimée sur Terre. J'apprends qu'il y a des beaux humains. J'apprends qu'on peut être soutenu. Et je pense profondément, même si je ne l'incarne pas encore totalement et même si je ne le vis pas encore totalement, de par mon histoire et où j'en suis sur mon chemin. Mais je pense que ce que je dis sur le monde spirituel, qu'il y a toutes ces aides, toute cette lumière, tout cet alignement, qu'il y a toujours les guides dont on a besoin au bon moment, c'est aussi vrai sur Terre. Je pense que moi, j'ai eu de la peine à le voir et que j'ai encore sûrement de la peine à le voir de par mon histoire. Mais voilà, c'est ça le message. Il y a de l'aide, il y a du soutien, mais on peut le recevoir que si on est prêt à le recevoir. Merci. Donc, les petites questions signatures. Qu'est-ce que peu de gens savent sur toi? Que j'ai pas du tout confiance en moi. J'ai l'air hyper... on m'a souvent dit que j'étais charismatique, que je parle facilement, que ça a l'air hyper facile pour moi. Ça l'est pas du tout. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de timidité, très introverti en réalité. C'est difficile de m'exprimer. Donc, oui, ça. De quoi es-tu la plus fière dans ton parcours? D'avoir réussi à m'ouvrir à l'amour. Parce que c'était pas un petit chemin. Et qu'est-ce que tu es encore en train d'apprendre aujourd'hui? À aimer l'humain, à voir la beauté dans l'humain, à voir la beauté sur Terre, à voir la lumière sur Terre, à me sentir en sécurité sur Terre. Et qu'est-ce qui te fait encore peur au jour d'aujourd'hui? Que si je m'ouvre trop à la Terre, je vais perdre ma connexion. Non, je pense que intellectuellement, je sais que c'est pas le cas, mais intérieurement, je pense qu'il y a une part de moi qui a très peur que plus je vais m'ouvrir sur Terre, plus je vais créer une vie humaine stable, plus je vais m'engager dans des liens humains, plus je vais m'éloigner du monde spirituel et j'ai peur de ça. J'ai peur de perdre ce lien. Moi, j'ai grandi et vécu. Ma maison, c'était en haut, c'était les guides. Alors, j'ai fait tout ce chemin d'incarnation pour descendre, mais il y a une part de moi qui a peur que si je suis trop heureuse ici, je vais perdre ma connexion.
Et si tu devais parler à la toi d'il y a 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je t'aime. Je lui dirais, purée, je sais que c'est dur. Euh, Tu vas y arriver. Avance un pas après l'autre. Il y a du beau dans tout ça. Il y a du beau et il y a du sens. Fais confiance à ta petite voix. C'est beau. Donc on arrive au terme de cette interview. Avant de clôturer, est-ce que il y a encore quelque chose que tu aimerais dire? Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais partager? Juste merci. Juste merci à ceux qui vont regarder. Euh, Merci à tous ceux qui font ce cheminement d'éveil. Merci à tous ceux qui se remettent en question. Merci à tous ceux qui sont sur ce chemin de s'ouvrir un peu plus à l'amour. Je pense qu'on en a tous besoin. On a tous besoin d'un peu plus d'amour. Donc, merci de faire ce chemin parce que je sais combien il est difficile. Eh ben, merci à toi. Merci à toi pour ce partage, pour cette authenticité. Euh, j'ai trouvé que c'était oui, c'était un beau message et je pense que ça peut faire du bien euh, à beaucoup de gens. Merci à toi pour ce moment. Et merci à vous. Bye bye!